Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors ça y est, hier soir, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le nouvel opus de la saga La Planète des Singes en format IMAX. Oui, quand je dis le nouvel opus de La Planète des Singes, plus précisément, il a pour titre La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Donc forcément, il faut que je vous en parle. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go! Tu n'as encore rien vu. Journée! Alors lundi dernier, j'avais commencé une rétrospective sur la première saga, La Planète des Singes, démarrant par le film de Schaffner en 68. Le lendemain, c'est-à-dire mardi dernier, nous avons continué notre voyage avec la deuxième partie de ma rétrospective concernant l'univers de La Planète des Singes, avec notamment le film de Tim Burton, le film La Planète des Singes des origines, La Planète des Singes l'affrontement et La Planète des Singes suprématie. Et aujourd'hui, je te parle d'un quatrième opus de la saga qui fait directement suite à La Planète des Singes suprématie. Il s'agit de La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Alors je vous rassure, vous n'êtes pas dans l'obligation de revoir la dernière trilogie, La Planète des Singes, pour pouvoir comprendre le synopsis, l'histoire de ce film. Assez rapidement, au tout début de celui-ci, il y a un texte et une voix off afin d'expliquer ce qui s'est produit aux précédents opus, et nous découvrons les funérailles de César. Puis nous faisons notre bond dans le temps pour atterrir à l'époque de ce film, La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Néanmoins, et là, petit clin d'œil pour Mélissa, si vous voulez profiter au mieux de tous les clins d'œil tout au long de ce film, faisant référence au premier film de la saga La Planète des Singes, sorti en 1968, avec Charlton Heston, d'ailleurs j'en ai compté une petite vingtaine de clins d'œil, je vous invite à redécouvrir le film de Schaffner. Mais bon, c'est pour juste amplifier le plaisir à découvrir ce film qui est une réalisation parfaite, le film est totalement immersif, et la direction artistique est vraiment alléchante. Alors je te le dis tout de suite, ce film se déroule beaucoup d'années plus tard. La réalisation n'est plus Matt Reeves comme les deux opus précédents. Là, la réalisation a été confiée à Wes Ball. Donc sur le fond, on peut penser qu'on part radicalement sur autre chose. Néanmoins, étant aficionados de la saga La Planète des Singes, lorsque l'on réalise que cette histoire se déroule 300 ans après le précédent opus, on est obligé de se dire « Ah, ben là on va se rapprocher par rapport à la timeline initiée par le roman de Pierre Boulle ». Alors oui, par rapport au roman initial de Pierre Boulle, il y a eu de nombreuses modifications au fil des différents films. Mais autant dans le film de 68 réalisé par Schaffner avec Charlton Heston, la timeline correspondait, et beaucoup de personnages comme Cornelius Sierra Nova étaient présents donc dans le roman de Pierre Boulle, existe bien évidemment le personnage de Ulysse, et là, dans ce nouveau film, nous sommes de nouveau sur la même timeline, nous nous retrouvons sur la même époque, ce qui fait radicalement raccord avec le livre originel. Alors l'histoire de base de ce film est le suivant. À la suite de la mort du personnage principal Simiès, c'est-à-dire César, le monde est maintenant réellement dominé par les singes. Les singes qui se sont répartis en plusieurs clans. Et comme l'histoire se déroule 300 ans après le dernier opus où justement César est décédé, beaucoup de primates l'ont totalement oublié. Forcément, au moment où l'histoire du film se dévoile, l'autorité principale de ce monde simiesque est en pleine ébullition. Et bien évidemment, l'un des singes de cette communauté simiesque veut prendre le pouvoir sur l'ensemble des petits clans. Ce singe n'est autre que Proximus César. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, ce singe a accédé au pouvoir en modifiant, en interprétant à sa sauce, à sa manière, toutes les règles que César avait mis en place. Et d'ailleurs, un des points extrêmement marquants, César voulait être totalement différent des humains, tandis que Proximus veut à tout prix faire comme les humains.
Il veut, en un certain sens, mettre le monde à l'image des humains, mais dirigé par les singes. Alors, en dehors de ce protagoniste important dans ce film, il y a deux autres protagonistes qui sont totalement majeurs dans ce film. D'ailleurs, vous pouvez les voir à de nombreuses reprises dans tous les trailers et bandes annonces de ce film La planète des singes, le dernier royaume. L'autre principal, donc, protagoniste de cette histoire, est le singe Noah. Noah qui vit dans un coin paisible, une petite communauté qui correspond totalement à l'idéologie bienveillante qu'avait César. Celui-ci, par une histoire extrêmement mouvementée, va se retrouver sur le chemin de Proximus César, avec parallèlement une quête sur la recherche sur l'origine story de la planète des singes et notamment du grand César, qui fut jadis le grand leader de la communauté simiesque. Et le troisième protagoniste fondamental de cette histoire n'est autre qu'une humaine, l'humaine que vous avez découverte dans la bande-annonce. Cette femme d'ailleurs, à un moment dans le film, est appelée Nova. Vous vous rappelez, Nova, j'en ai parlé dans mes deux précédentes rétrospectives sur la planète des singes. C'était un personnage clé de la planète des singes de Pierre Boulle. Dans le livre, c'était la femme de l'explorateur Ulysse. Par la suite, elle était enceinte. Dans le premier film de 68 de Schaffner, c'était la compagne de Charlton Heston. C'était l'indigène qui s'était mis en couple avec le capitaine Taylor. Donc déjà, un gros clin d'œil important par rapport au personnage créé dans le livre de Pierre Boulle et par rapport au premier film de 68. Alors ne t'inquiète pas, je ne vais pas aller plus loin sur les lignes scénaristiques de ce film. Il faut que vous ayez le plaisir de le découvrir au cinéma, car vous allez réellement avoir du plaisir à découvrir ce film. Mais sachez en tout cas que dans ce film, il y a de nombreux points communs, de nombreux clins d'œil au roman de Pierre Boulle et au film La planète des singes de 1968. Cela, c'est pour la partie histoire. Néanmoins, sans vous dévoiler les lignes scénaristiques de ce film, vous allez découvrir qu'il y a un clin d'œil d'esthétique énorme qui fait vraiment référence au premier film de 68 de Schaffner. Alors justement, ce côté esthétique est bluffant et la photographie est superbe. Alors outre le fait que le réalisateur Wes Ball est le réalisateur de la trilogie Labyrinthe, alors en ce qui me concerne, j'avais préféré l'opus 2, mais bon, sachez que la photographie de ce film La planète des singes, le nouveau royaume, est effectuée par Guy Palos qui avait réalisé la photographie de Labyrinthe 2 et 3. Autant les deux films de Matt Reeves, La planète des singes, l'affrontement et La planète des singes, suprématie, jouaient essentiellement sur une colorimétrie assez sombre, des contrastes très forts, Wes Ball fait l'inverse. La majorité des plans séquences sont suréclairés. De ce fait, cette suite directe aux deux derniers opus réalisés par Matt Reeves assure un réel contraste. Et implicitement, sur le plan historique, le contraste est là. Dans l'affrontement et suprématie, les humains avaient une place importante dans la société. Dans le nouveau royaume, les humains ont une toute petite place au sein de la société simiesque. Car oui, nous sommes passés d'une société humaine à une société simiesque. Les effets visuels sont stupéfiants et la motion capture a encore évolué. Je pense principalement à une scène que vous allez découvrir dans le film où le personnage de Noah pleure. Cette séquence est gorgée d'émotions et le réalisme est extrêmement fou. Alors, outre le fait d'avoir de très beaux effets spéciaux, les CGI et tout ce qui est VFX est d'extrême qualité, il y a une histoire passionnante et le film permet une véritable alchimie entre l'émotion, le côté dramatique, l'action, les moments laconiques et essentiellement un véritable message derrière, en trame de base. Car au final, on peut se demander, l'homme est-il vraiment positif pour la planète? Oui, cette notion peut vous faire rire, mais au final, dans ce film, les singes qui vivaient paisiblement à la manière simiesque commencent à se dégrader moralement, émotionnellement, en voulant tout simplement copier l'humanité. Ainsi, ce film, sous couvert d'effets science-fiction, il y a une réelle réflexion derrière. Réflexion fondée sur la confrontation des idées et surtout de la résultante de l'évolution à la manière humaine. Et je rajouterais que la grande plus-value de ce film, qui au final est le 10e opus de l'univers cinématographique La planète des singes, c'est que l'histoire est totalement innovante. Alors sincèrement, au début j'avais un petit a priori négatif. Sur ce film, je me suis dit, oui, les effets spéciaux vont être beaux, mais est-ce que l'histoire, ils arriveront à faire quelque chose de vraiment supérieur ou vraiment dans la continuité des deux derniers opus qui étaient pour moi de véritables chefs-d'œuvre réalisés par Matt Reeves? Eh bien ce film est justement une réussite totale. Alors oui, le casting est bon.
c'est clair. Kevin Durant, interprétant donc le singe Proximus César, est top, tout comme le reste de la distribution. Mais l'atout majeur de ce film est l'excellente histoire, avec de surcroît une très bonne mise en scène et une réalisation de Wes Ball superbe. Alors concernant la musique de ce film, La planète des singes, le nouveau royaume, ce n'est plus Michael Giacchino. Là, le score a été créé par John Paesano. Ceci dit, John Paesano a voulu faire une référence à plusieurs thèmes musicaux. De ce fait, la musique de Paesano est un réel condensé de tout ce que vous avez pu voir sur l'ensemble de la saga La planète des singes. Les différents styles sont mis en exergue. Ah oui, il faut vraiment être aficionados de cette saga pour faire attention à ce détail. Mais pour tous ceux qui affectionnent cette saga, vous allez remarquer donc ce clin d'œil musical en sonorité, en thème, pour faire écho à tout ce que vous avez pu voir sur plusieurs décennies. Alors attention à ce que je veux dire, cela peut s'apparenter à des spoils, mais c'est plus par rapport à des détails visuels. J'ai particulièrement aimé dans ce film une séquence où le singe Noah donc discute avec sa mère face à l'océan. Il y a un contraste de lumière que j'ai particulièrement aimé. Contraste qui met en avant l'expression des regards des singes. Expression extrêmement humanisée. Alors l'autre détail visuel que j'ai particulièrement aimé, c'est un vrai contraste par rapport à tout ce que vous allez voir dans ce film. Il y a, donc bien évidemment ce que vous avez vu dans la bande-annonce, une présentation des singes dans un côté très jungle, très forêt vierge. Mais au final, lorsqu'on l'observe, surtout après le plan séquence d'ouverture, lorsqu'on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que tous les conifères, en fait, sont sur des structures métalliques, sur des structures de béton. En fait, elles sont sur un ensemble de bâtiments. Et cela est visible dès le début du film lorsque Noah va justement chercher un œuf dans le nid d'un aigle. Vous voyez, ce n'était pas un spoil de fou, c'est vraiment par rapport à un détail visuel. Détail visuel certes qui joue à fond sur les effets spéciaux, mais c'est extrêmement bien réalisé et c'est totalement immersif. We will save them together. Alors au final, c'est un film que je vous invite à découvrir au cinéma. L'histoire tient en haleine du début jusqu'à la fin. Il a certes un petit peu moins d'émotion que les deux opus réalisés par Matt Reeves, mais le résultat est bon. Et l'histoire est totalement cohérente. Et au vu du final, c'est évident que cela tend vers une suite. Une suite qui peut offrir plusieurs arcs narratifs intéressants. Ce qui rajoute un intérêt supplémentaire à découvrir ce film. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.